Bon, on va s'engager sur 1 an et pendant 1 an, on va créer un épisode par semaine. Alors la question, est-ce que ça va être viable? C'est pas une question sur lequel dès le début, j'étais clair. En fait, c'est assez exploratoire, donc je ne savais pas ce que ça allait rapporter. C'était vraiment un pari. L'idée, c'est de vraiment faire presque un atelier d'écriture ouvert, en fait. De choses qui, en principe, sont à éviter, mais qui se retrouvent en fait dans la saga Nemrod et qui fonctionnent comme ça, quoi. Donc c'est marrant de déjouer un peu les codes. À partir du moment où il y a des revenus, même petits, tu prends ton projet au sérieux. Donc là, le fait de rencontrer en vrai les fans de Nemrod, pareil, c'était une joie immense. Je pense que c'est d'autant plus important dans le monde dans lequel on est en train d'entrer avec l'IA, où en fait les bonnes pratiques, les bons élèves, les gens qui appliquent les règles, la machine les connaît. Je pense que ce qui restera au milieu de tous ces récits un peu convenus, c'est des créations plus originales. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Eh mais en fait c'est pas si mal ce que j'avais fait. C'est peut-être un succès alors. Mais elle est où la podcast Molly? Faire un podcast, c'est le Far West. J'ai oublié de parler de ça. Un peu flou, non? Je suis un peu perdue. Vous trouvez pas qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu? Ce sont toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Et ouais, on va pas se mentir, avoir son propre média, c'est souvent osciller entre deux extrêmes. Je suis un putain de génie et j'en peux plus. Mais ce projet, on va pas l'abandonner, on l'a dans les tripes, on y pense, jour et nuit. Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent? Je rencontre tous les jours des créateurs et créatrices qui transforment leur projet en succès. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la stratégie et de la détermination. Alors j'ai eu envie de vous en faire profiter. Comment on développe son média? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent vraiment? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument? Et la monétisation dans tout ça? Je vais chercher pour vous les réponses à ces questions. Mon but, vous donner les moyens de vos ambitions et vous pousser à passer à l'action. Je suis Anne-Claire Leca et vous écoutez Antipop, le podcast qui explore les stratégies de croissance des créateurs de contenu. Bonne écoute! Hello, bienvenue sur Antipop. Je suis trop, je crois qu'il manque un trop contente d'accueillir aujourd'hui nos deux invités parce qu'ils m'accompagnent durant des longs trajets de voiture et je peux vous dire qu'avec ma fille qui crie à l'arrière, ça peut être exponentiel. Depuis des années, je parle bien sûr de Clémence et Sornac du podcast Nemrod, dont j'ai parlé plusieurs fois dans ma newsletter et comme vous êtes des fidèles lectrices de ce contenu, vous savez de qui il s'agit. Et si vous savez pas, il s'agit d'un podcast qui ne me fait pas saigner les oreilles, même si la destination des parents et des enfants, c'est les histoires d'un petit renard très espiègle et un petit peu maladroit. Peut-être je m'identifie à lui, peut-être pas, on verra bien. Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clémence Anceau. Épisode 1. La couleur des renards. En tout cas, merci Clémence, merci Sornac d'être là. Je suis trop contente. Pour commencer, la première question que j'avais envie de vous poser. Nemrod, c'est un podcast qui est payant, qui est disponible de manière gratuite sur un certain nombre d'épisodes et qui bascule en payant quand on est bien picousé. Est-ce que c'est un modèle que vous avez eu en tête dès le départ ou est-ce que c'est une idée qui vous est venue après coup? Sornac? Alors d'abord, je suis ravi d'être là, moi aussi, donc merci beaucoup pour l'invitation. Je vais répondre directement. C'était dès le début prévu. J'avais exploré, si je dois simplifier à l'extrême, il y a deux manières de monétiser le podcast, par de la pub ou par des souscriptions payantes. Et étant donné que Nemrod est un podcast pour enfants, j'étais pas très à l'aise avec l'idée d'avoir de la publicité qui parfois, d'ailleurs, est une publicité qu'on ne choisit pas. Hein, ça dépend des modèles d'insertion, ça tu connais ça très bien. Et je trouvais ça plus clair d'avoir un modèle
payant en fait pour les auditeurs qui écoutent. Le modèle est très simple. La première saison, qui est constituée de 55 épisodes d'environ 10 minutes, est gratuite, libre d'accès sur toutes les plateformes d'écoute. Et ensuite, il faut s'abonner pour écouter la suite. Donc c'est le choix qui a été fait. Donc du coup, quand tu as eu l'idée de ce podcast, Nemrod, dès le départ, tu t'es dit, ça va être payant. C'est bien ça? Non, si je revois la chronologie, d'abord avec Clémence, on s'est dit, on va tester 10 épisodes, voir un peu si ça répond bien. Et ça a bien répondu. Et là, on s'est dit tous les deux, bon, eh ben, on va s'engager sur 1 an. Et pendant 1 an, on va délivrer, on va créer un épisode par semaine. Tous les dimanches, il y aura un nouvel épisode qui sortira. Donc ça, c'est le défi qu'on s'est fixé. Et à l'issue de cette année, j'ai mis en place un paywall. Je pourrais rentrer dans le détail technique parce que c'est pas si simple. Il y a différentes plateformes avec différents fonctionnements. Mais c'est un truc que j'avais en tête dès le début. D'ailleurs, j'avais écrit un article de blog au tout début en disant je vais explorer ce type de modèle économique. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. C'est de partager au-delà de l'aspect créatif aussi un peu le quotidien de créateur et les paris en fait qu'on fait. Donc voilà, pour résumer, à partir du moment où on s'est dit on va faire 1 an de suite et qu'on a vu que ça accrochait, qu'il y avait des fans, voilà, j'ai pas hésité longtemps entre la pub et le modèle paiement, quoi. Génial. Clémence, est-ce que si tu reviens ces 4 ans en arrière, il me semble, sur cette première année de production d'épisodes de Nemrod, quels objectifs tu avais en tête? Comment est-ce que tu voyais concrètement, est-ce que ça prend ou est-ce que ça prend pas, comme a dit Sornac? Alors déjà, salut Anne-Claire et merci de nous recevoir, on est hyper contents. Alors comment je voyais ça il y a 4 ans? En fait, moi je fonctionne un peu au gré du vent, donc j'anticipe pas trop en fait ce qui va arriver, ce qui va se passer. Donc j'étais plus sur le moment présent, si on peut dire, en disant bon bah voilà, on se lance dans cette aventure tous les deux. On avait des enfants qui étaient 4 ans plus jeunes qu'aujourd'hui. Et c'était un peu bon bah let's go et on verra bien. Donc c'était plus une aventure amusante, un pari, une envie de collaborer ensemble, de faire un peu matcher l'univers de Sornac et mon interprétation en tant que comédienne. Voilà, mais j'avais pas anticipé ce que ça allait donner parce qu'en fait, quand tu crées quelque chose de nouveau, c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que tu as un jour où tu vas te dire mais c'est génial, forcément que ça va plaire, c'est tellement dingue, cet univers est génial, on se marre, enfin ça se ressent, etc. Et puis le jour d'après, tu fais non mais ça se trouve en fait ça fait triper que nous, ça n'amuse que nous, c'est notre trip à nous entre guillemets et ça ira pas plus loin. Enfin voilà, tu passes par des phases de doute, des phases de confiance. Donc c'est toujours un peu l'effet de surprise qui arrive, quoi. Tout à fait. Comme tu dis, tu es donc comédienne et tu utilises avec brio ce talent pour faire toutes les voix du podcast. On va revenir sur l'aspect créatif, ce que c'est de créer un podcast de fiction et puis votre collaboration en tant que 2 artistes et aussi, je pense que les auditeurs l'ont compris, un couple. Donc on va revenir là-dessus. On va aussi revenir sur tout l'écosystème que vous avez créé avec la newsletter, la communauté et bientôt un livre aussi qui sera adapté de cette histoire audio. Donc on pourra le tenir dans nos mains. Mais du coup, j'ai envie de creuser, comme tu l'as dit, Sornac, le business model de mettre en place un paywall. Donc c'est un mur de paiement. C'est que écouter les 55 épisodes et là, bam, on te dit tu en veux plus, il va falloir sortir ta carte bleue, que vous avez du coup validé après une saison entière. À quel niveau quantitatif, en termes de chiffres, vous êtes rendu en vous disant ça va être viable, on va se lancer dans la mise en place de ce paywall, Sornac? Alors la question est-ce que ça va être viable? C'est pas une question sur laquelle dès le début j'étais clair. En fait, c'est assez exploratoire, donc je ne savais pas ce que ça allait rapporter. C'était vraiment un pari. En l'occurrence, ça rapporte à peu près 1 500 € par mois. Est-ce que c'est viable pour une famille de 5 personnes, etc. Non, mais c'est toujours mieux qu'un coup de pied au cul, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure. Les inscriptions sont montées. Après, le modèle, il n'est pas idéal dans le sens où derrière le paywall, il y a tous les épisodes d'un coup. Et c'est pas distillé de semaine en semaine. Donc ceux qui sont au bout, qui ont tout écouté, ils attendent
chaque nouvelle semaine le nouvel épisode, mais ceux qui passent du gratuit au premium passent directement de 55 épisodes, en gros, à 200 épisodes. Et eux, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils se goinfrent pendant 2-3 mois. Et il arrive assez souvent qu'ils suspendent leur abonnement et puis ils réactivent pour les prochaines vacances. Voilà, et beaucoup de gens font ça, je leur en veux pas, c'est la manière dont dont le système fonctionne avec les paywalls, c'est que soit tu es dedans, soit tu pas dedans. Mais il n'y a pas de choses qui arrivent au fur et à mesure qui correspond plus à l'audiodrama, dans le sens où c'est l'écriture en épisode. C'est quelque chose d'ailleurs qui se faisait assez souvent dans les journaux. C'est un mode d'écriture qui est particulier. On reparlera peut-être de ça tout à l'heure dans la partie créative, mais au moment de lancer cette version payante, mon état d'esprit, c'était plus de me dire, en fait, plutôt que de m'enfermer dans un grenier et de, pendant 2 ans, 3 ans, écrire un truc et puis le sortir et en fait, personne ne te connaît. Et, l'idée, c'est de vraiment faire presque un atelier d'écriture ouvert, en fait, d'assumer le fait que, voilà, je suis en train d'écrire cette histoire au fur et à mesure. On a été très clair sur aussi notre fonctionnement créatif et de voir ce que ça donne. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de professionnaliser la démarche. Et ça, c'était important aussi à mes yeux de me dire, voilà, à partir du moment où il y a des revenus, même petits, eh ben, tu prends ton projet au sérieux dans le sens où dès le début, pour moi, c'est comme un projet de création d'entreprise. C'est pas un side project au sens de j'ai un vrai boulot et à côté, je fais ça pour m'amuser. Oui, c'est vrai qu'à côté, je travaillais aussi en tant que freelance, donc j'ai la chance en étant indépendant, de pouvoir un peu régler mon emploi du temps à ma guise. Mais je savais pas vraiment ce que ça allait donner, mais je voulais dès le début le traiter professionnellement. Et je pense que le fait d'avoir des paiements, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a tenu aussi avec Clémence? On a fait 194 épisodes de podcast, on n'a pas loupé un seul, donc ça fait quasiment 4 ans, tous les dimanches. C'est aussi parce qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui est abonné et qui paye, c'est un client et tu vois, tu vas pas le laisser tomber. C'est bête, hein, mais c'est une espèce d'engagement que tu te retrouves à prendre parce que, oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont sorti leur carte bleue pour faire plaisir à leur enfant et tu dois être là, quoi. Ouais, c'est un peu la technique de l'auto-piège que j'ai développée, plusieurs fois dans ma newsletter ou dans mes, podcasts. C'est de prendre un engagement public ou de mettre en place une organisation, un système qui fait que, par avance, tu anticipes que tu auras peut-être un peu la flemme ou un petit coup de mou comme disait, Clémence et en fait, tu t'es mis dans une organisation qui est vertueuse pour l'objectif que tu t'étais donné et de votre côté, c'était un épisode par semaine, pendant 4 ans, donc quasi 200 épisodes. C'est exactement ça. C'est vraiment ça, l'auto-piège et le truc de se dire, «J'ai pas le choix» parce que la réalité et ça, je pense que, voilà, beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans. On a tous des projets créatifs, on a tous des envies et le problème, c'est que souvent, ça passe après, le reste, le tout venant du quotidien et là, on l'a mis vraiment en priorité, quoi. Trop bien. Tu mentionnais du coup que ce projet, grâce au système d'abonnement, vous rapportait environ, j'imagine que c'est fluctuant, mais 1 500 € par mois. Donc pour que les gens se rendent compte, c'est à peu près, 300-350, abonnés puisque l'abonnement, j'imagine ça dépend des plateformes, mais c'est aux alentours de 4-5, €. Comment est-ce que tu l'as mis en place très concrètement? Est-ce qu'il y a des choses, qu'on doit savoir avant de se lancer dans la mise en place de ce modèle de paywall? Voilà, dis-nous tout, ouvre le capot. Ouais, alors je vais ouvrir le capot, donc ça c'est pas exaltant, mais au moins ceux qui se posent la question, ils auront des idées. Les auditeurs sont distribués entre différentes plateformes de podcast, habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer, différentes, alternatives et globalement, si je dois diviser, je diviserai en 3. C'est-à-dire qu'il y a l'univers Apple qui est toujours très bien fait au niveau du paiement, très propriétaire aussi, donc on a très peu d'infos. Par exemple, moi je sais pas qui sont, abonnés, hein, chez Apple. Je vois des stats par pays, parce qu'il y a des gens en Belgique, en Suisse, au Québec et bien sûr en France où c'est le contingent principal. Donc je vois ça, mais je n'ai aucune information sur les gens, ni leur nom, ni leur paiement, ni rien. Quand un abonné veut s'abonner sur Apple, c'est très simple et il valide son abonnement comme il valide, une app. C'est-à-dire il paye avec son empreinte, digitale ou son code et il reste dans l'univers Apple. Sur Spotify, ça fonctionne assez bien,
mais c'est un peu plus à l'ancienne, c'est-à-dire que la personne qui veut écouter la suite, elle clique sur un petit cadenas, elle met son mail, ça lui envoie un mail, elle met ses infos de carte bleue ou son PayPal, et puis ça débloque le truc. C'est pas mal, mais c'est moins bien qu'Apple. On sort un peu de l'environnement de l'app. Et la dernière solution, pour tous les autres, c'est Supercast, qui permet de délivrer un flux RSS dédié sous condition de paiement. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-dessus des plateformes. Donc, par exemple, quelqu'un qui va utiliser Podcast Addict comme player, il va utiliser Supercast pour s'abonner et avoir le flux RSS qui il mettra ce flux RSS ensuite dans Podcast Addict. Donc, du coup, s'il y a plus de friction, c'est plus compliqué. Je suis assez impressionné que des personnes fassent la démarche parce que c'est un peu une galère. Enfin, c'est pas le truc le plus simple. Et pour te dire un peu, voilà, les grandes masses, il y a à peu près 200 abonnés qui sont sur Apple, 100 sur Spotify et 50 sur Supercast. Voilà comment ça se répartit. Ce qui est intéressant et trop bien, merci de nous donner les chiffres, ça permet d'avoir une approche plus transparente et concrète de ce que ça représente de mettre en place ce système. C'est que donc il y a entre 300 350 abonnés et ça représente une part assez importante de vos auditeurs en tout. Parce que j'imagine que vous voyez beaucoup d'auditeurs pour les premiers épisodes et puis après ça doit un petit peu chuter quand vous passez au paiement, mais ça permet de voir quelle est la conversion. Est-ce que tu vois un petit peu comment ça se passe sur, par exemple, 1000 auditeurs? Je sais que vous en avez beaucoup plus, mais sur 1000 auditeurs, il y en a combien qui vont passer en payant? J'aurais du mal à répondre à ce chiffre, mais en tout cas, on reçoit beaucoup de messages d'enfants qui se plaignent du fait que ça devienne payant ou qui disent ouais, mes parents ils veulent pas. Aussi sur les commentaires, si vous allez voir les commentaires Apple Podcast sur le podcast, donc sur Nemrod, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal d'enfants qui disent c'est trop bien, mais c'est trop dommage que ça devienne payant. Donc il y a quand même une grosse perte, hein, ça c'est clair. Je pense que la transformation, elle pourrait être sans doute plus importante. Puis il y a quand même 55 épisodes libres d'accès. Ça correspond une saison. On pourra parler de l'adaptation à livre et des couleurs, mais de manière très brève, Nemrod est un petit renard qui change de couleur en mangeant des fleurs et dans chaque couleur, il découvre un univers différent, un folklore différent, un clan de renards différent avec un peu des petits effets magiques, voilà, quelque chose d'un peu fantasy. Et une saison de 55 épisodes, ça correspond à 2 couleurs. Donc ça, c'est un truc que j'ai assez rapidement calibré. A posteriori, je pense que je m'en suis rendu compte dans la deuxième partie de la première saison. J'avais directement l'idée de me dire ça deviendra des livres. Et je me suis dit, bon, ben, vu ce que j'ai fait, je pense qu'on peut se dire qu'un livre, ça fait en gros 27 épisodes. Donc sur une saison de 55 épisodes, je peux faire 2 livres. Et c'est à partir de ça que je me suis mis la contrainte créative de me dire, voilà, en gros, au bout de 26, 27 épisodes, il faut que Nemrod ait changé de couleur. Trop bien. Là, tu fais une transition parfaite. Merci Sandak vers la partie créative qu'on s'était listée. C'est que c'est une écriture en saga, un peu feuilletonnante, comme tu l'as évoqué. Et ça a une particularité, c'est que tu découvres les choses au fur et à mesure que tu les fais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce défi créatif et ce que tu as découvert du coup en marchant, quoi? Tu as appris en marchant, si il me Ouais, semble bien. exactement. J'ai vraiment appris en marchant, ce qui fait qu'il y a des choses que je referais pas pareil si je le refais. Par exemple, a posteriori, je regarde que Nemrod, il passe pas assez de temps chez les Verts par rapport au temps qu'il passera ensuite, parce qu'à l'époque, j'avais pas prévu, j'avais pas mon horizon de temps. Donc, par exemple, il y a un moment où, en un paragraphe, il se passe 1 an où je raconte que, voilà, les bourgeons ont fleuri, puis la neige est arrivée sur les branches de sapin, et cetera et paf! Et après, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, en fait, si je fais ça à chaque fois, mon petit Nemrod, il a 75 ans dans quelques épisodes, en fait.» Donc, du coup, j'ai dû réajuster le tir. J'ai fait plus attention aux règles que je mettais en place. Quand je dis les règles, c'est que dans un univers fantasy, il y a des règles, en fait. C'est un univers qui est régi par un système. Et ce système, il faut qu'il reste cohérent. Et si je dis, par exemple, chez les vers, il est interdit de parler après le coucher du soleil, c'est pas du tout le cas, j'invente quelque chose là. Et que je me rends compte qu'en fait, 10 épisodes plus loin, en pleine nuit, il y a Nemrod qui parle avec je sais pas qui, ben, il y a une contradiction. Donc je me suis mis à faire plus attention aux éléments et aux contraintes que je pouvais mettre explicitement. Et j'ai aussi parsemé le récit
d'objets un peu magiques, de choses qui sont comme des hameçons qui me permettent plus tard de me raccrocher. Par exemple, à un moment, il y a Anémone, qui est un personnage qui recueille Nemrod, qui lui donne de la Flora Veritum. La Flora Veritum, c'est une fleur qui a le pouvoir magique que celui qui la mange, il est obligé de dire la vérité. C'est comme un sérum de vérité. Quand je donne ça à Nemrod, je me dis, ah, je vois le potentiel dramatique, intéressant de cet objet. Mais je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire et à quel moment je vais m'en servir. Est-ce qu'il va s'en servir pour lui, pour se sortir d'une situation? Est-ce qu'il va s'en servir pour aider quelqu'un? Je ne savais pas encore. Et il se trouve, bon, je ne vais pas spoiler de savoir ce qu'il en fait, mais ce qu'il en fait, ce n'était pas ce que j'avais forcément en tête au début. Et donc, tous ces petits objets, un médaillon qu'on lui donne autour du cou, si je reprends Anémone, elle lui donne une petite pâquerette en or et en argent qu'il a en médaillon autour du cou. Et en fait, un jour, ce médaillon tombera par terre dans un combat, quelqu'un le ramassera, et on comprendra quelque chose en fait sur ce personnage. Donc ces objets servent un petit peu comme des tiroirs ou des hameçons vers lesquels je peux me raccrocher. Mais c'est vrai que faire ce choix créatif, ça fait un récit qui, je pense, est assez atypique, dans le sens où il y a des moments où il y a des longueurs qui pourraient être considérées comme, par un éditeur classique, comme mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait pas vraiment avancer le récit. Certes, mais c'est des moments aussi où on apprend à connaître les personnages dans les interstices du quotidien, dans leurs choix. Et tout ça, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Et c'est vrai que si aujourd'hui je refaisais cette histoire, je la referais pas pareil. Mais je pense que ce qui est intéressant, pour terminer là-dessus, c'est que du coup, Nemrod se déploie, c'est un récit qui se déploie un peu comme la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on est coincé par les choix qu'on a faits. On doit les assumer, les gérer. Parfois, il faut contourner. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ce choix d'organisation et de délivrer un épisode par semaine et de ne pas avoir de plan, si ce n'est les différentes couleurs que j'ai dans la tête, qui sont comme des tiroirs, ce plan-là, il a clairement constitué un récit qui n'est pas vraiment ordinaire, quoi. C'est marrant que tu évoques cette petite fleur, Flora Veritum, si je me souviens bien, parce que en tant qu'auditrice, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Mais il a toujours pas sorti. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette fleur?» Elle m'est restée en tête et vous avez décidé de la sortir vraiment assez loin dans le récit et je m'intéresse aussi à l'écriture, à la narration, avec mon métier, mais c'est aussi un projet de roman, en cours et j'avais en tête le principe du fusil de Tchekhov, c'est que tu présentes pas un objet ou un détail si tu l'utilises pas, plus tard dans le récit et donc moi j'ai une autre question, à part cette remarque, c'est du coup pour garder en tête, est-ce que tu as un super cerveau où tu te souviens de tout? Ou tu t'es fait un peu une bible, des éléments de recherche où tu dis: «Bon, Flora Veritum, je l'ai toujours pas ressorti, il faut que je le ressorte». Est-ce que tu as un espèce de wiki ou quelque chose comme Non, ça? j'ai pas de wiki et alors je sais pas si j'ai un super cerveau, mais en tout cas, non, non, c'est vraiment juste dans ma tête. C'est juste dans ta tête. Eh ben, dis donc, la charge, mentale. Je projette, hein, si ça se trouve pour toi Non, mais c'est non, 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 c'est vrai. Non, non, pour moi, c'était aussi fatigant. Et d'ailleurs, à la fin, au bout de 194 épisodes, pour tout vous dire, on s'était dit au début qu'on ferait 8 couleurs, donc 4 saisons. Et en fait, on a fait 7 couleurs. On s'est arrêté au jaune parce que j'arrivais dans une espèce de forme d'épuisement créatif et je sentais que j'avais besoin à un moment de prendre du recul sur l'histoire. 7 couleurs sur 10 couleurs, parce que l'idée c'est de faire 10 couleurs et un tome un peu spécial à la fin. C'est ça que j'ai en tête. 11 tomes. Pareil, me prenez pas au mot, je signe pas ça avec mon sang. Peut-être que ce sera autre chose, mais l'idée c'est ça. Et donc quand on arrive à la 7e couleur, on comprend qu'il faut commencer à resserrer un peu le truc, quoi. Il faut commencer à resserrer les arcs narratifs des personnages et commencer à avoir une vision plus claire de l'image d'ensemble. Et en fait, moi, j'avais pas cette vision parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais en fait lu Nemrod. J'étais comme un type qui doit produire son épisode chaque semaine, mais j'ai jamais relu. Donc c'est-à-dire que j'écris la suite, mais sans jamais me retourner. Et bon, au bout d'un moment, je sentais les limites et je sentais que j'avais besoin voilà, de prendre du recul. Ensuite, ce qui me vient après, c'est oui, j'ai envie de rassembler, de faire un herbier avec toutes les plantes de Nemrod et leurs effets spéciaux, illustrés, jolis, pour faire un hors-série à publier. Voilà, en fait, maintenant, je sens le besoin de rassembler tout ça, de clarifier les univers, de tout ce qui est world building, de vraiment en donner un format plus cadré. Mais au début, non, j'étais avec ma Flora Veritum. En fait, ma manière de fonctionner, c'est que
les choses auxquelles il fallait que je repense, je les mettais un peu en bas de mon Google Doc. Du coup, j'ai rentré dans le détail de notre processus créatif. Mais avant, je crois que Clémence, elle avait envie de réagir sur quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes avant qu'on se lance là-dessus. Teasing, les gars. Non, non, je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement, Sornax, c'était pas faciliter la tâche dans son processus créatif et d'écriture. Et je repensais en fait dans les études de cinéma que j'ai faites, on nous apprend, la première chose qu'on nous apprend, c'est comment une histoire se tient, qu'est-ce qui fait qu'on suit une histoire, c'est bon, un bon scénario, la crédibilité des acteurs, quoi, qu'on croit à ce qu'ils offrent. Et il y avait un troisième truc qui était et pas trop de personnages. Parce que souvent, souvent, quand écris voilà, un premier scénario, par exemple, tu as tendance à te perdre dans les personnages et tu veux rajouter des choses, donc tu rajoutes des personnages, etc. etc. Donc tu te retrouves avec mais plein de personnages pour en faire quelque chose, alors que tu pourrais réduire ça. Et en fait, dans Nemrod, c'est tout l'inverse, et énormément de personnages. Et ce qui est très drôle, c'est que comme Nemrod part dans un clan de couleurs, puis ensuite dans une autre, etc., en fait, tu as des personnages que tu ne vois plus avant un très long moment, avant qu'ils retrouvent cette couleur. Donc je repense à des enfants qui nous écrivaient des messages en disant « Mais quand est-ce qu'ils revoient Nour? Quand est-ce qu'ils revoient le personnage de Nour ?» qui est dans la première saison. Et en fait, il a quitté cette saison, il est dans une autre saison, et donc il peut concrètement pas la voir à ce moment-là. Donc en fait, il y a plein de choses qui, en principe, sont à éviter, mais qui se retrouvent en fait dans la saga Nemrod et qui fonctionnent comme ça, quoi. Donc c'est marrant de déjouer un peu les codes aussi, quoi. C'est un bon message que vous partagez tous les deux parce que je rencontre pas mal de personnes qui ont un peu le syndrome de la bonne ou du bon élève. J'en fais partie. Alors, on va se documenter, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et vous avez fait les choses, et il y a des choses qui sont pas parfaites, mais ça fait partie de l'identité du projet, et je trouve ça super intéressant. Clémence, t'as mentionné le fait qu'il y a beaucoup de personnages, et je pense que tu es directement impacté par le nombre de personnages, parce que c'est toi qui fais toutes les voix. Est-ce que, pareil, t'as un super cerveau et tu te souviens de toutes les voix de Mazen, de ci, de ça, de mi, voilà? Ou est-ce que tu t'es fait une petite bibliothèque avec Mazen, c'est quoi? Il parle un petit peu comme ça. Ou voilà. Raconte-moi comment tu retiens les voix et comment tu les crées. Est-ce que tu te fais un petit brainstorm avec Sornak? Ah ouais, bon, ce nouveau personnage, il va un peu parler comme ça. Ah non, pas du tout, je crois pas. Alors c'est très marrant. En fait, au départ, je le faisais au feeling. Quand tu as peu de personnages, tu t'y retrouves. Bon, après, il y a eu de plus en plus de personnages, donc je me suis dit: «Bon, OK, je vais les noter et je vais leur donner un peu leurs caractéristiques. Comme ça, tac, si j'ai un doute, je me remets dessus». Et voilà, donc pendant une petite période, j'ai eu une petite bible, et puis en fait, très vite, il y avait trop de personnages, donc j'avais plus assez de qualificatifs, si tu veux, pour pour les noter. Et donc en fait, parfois, quand on retrouve des personnages après longtemps, ce que je fais, c'est que je réécoute, des épisodes dans lesquels ils sont pour me les remettre en mémoire, et donc je les retrouve très facilement. Et en fait, dans la création des personnages, alors soit ça va être une invention pure, à qui je vais donner un personnage à qui je vais donner une couleur, une patte, quoi. Et sinon, la majorité des cas, c'est Sornak qui, en écrivant et quand il y a un nouveau personnage, va me dire, voilà, alors soit il me dit, le nom d'un personnage connu, enfin d'un acteur, et qui dit: «Tiens, est celui-ci en tête?» ou simplement il va me le décrire, un peu psychologiquement, ou physiquement, et puis, et il me dit: «Voilà, fais quelque chose un peu dans cette tambouille-là», quoi. Donc c'est un travail souvent à 2 quand même, les personnages. Mais parfois, je peux donner effectivement un acteur de référence qui, en fait, le résultat va être assez différent, mais ça donne à Clémence une base. Donc ça peut être un peu, je sais pas, une fois Jean-Pierre Bacry, ça peut être, enfin, tu vois? En fait, essayer de trouver un référent, et après, Clémence, elle fait des variations aussi, et ça, je pense que tu pourras mieux le dire que moi, mais en fait, sur la voix, il y a, le ton, il y a le rythme du débit, il y a différents, paramètres qui, quand tu les croises, font une gamme assez élevée de personnages. Effectivement, par moment, tu combines en fait les choses, et c'est ce qui fait que, en prenant par exemple ce ton de voix avec ce rythme-là, ça fait un truc différent,
Voilà, quand tu prends la même voix avec un débit plus rapide. Enfin voilà, t'es obligé de faire des combos quand tu as autant de personnages, de croiser un peu les choses. Certains se ressemblent peut-être un petit peu, mais il faut essayer de leur donner peut-être, si une voix ressemble à une autre, les personnages vont se différencier par leur psychologie, par exemple. Enfin voilà, Leur vocabulaire, par j'imagine. exemple. Ouais. Vous avez commencé à nous donner un aperçu de comment vous fonctionnez. Donc Sorna qui va faire un peu un portrait robot du personnage. Après Clément, ça va proposer une voix. J'imagine qu'il y a des allers-retours. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire, comme tu avais commencé à le faire, Sornac, votre processus créatif et qui fait un peu quoi? Comment vous organisez pour produire, je répète, 194 épisodes chaque semaine depuis 4 ans? Eh bien, donc j'utilise un Google Doc par épisode. Et dans ce Google Doc, il y a le texte et il y a aussi, avec des codes couleurs, qui est écrit en rose, en gros, ne sera pas lu, mais c'est un son. Par exemple, il y a écrit bruit de porte. Les sons en violet, c'est du texte, mais sur lequel on met un son. Et en fait, dans le Google Doc, il y a les bruitages et les musiques. Donc, par exemple, il y a début musique, fin musique. Et donc, tout est très cadré quand j'envoie à Clément ce document, ce qui n'empêche pas que si elle se rend compte que le truc il tombe mal ici, elle me dit attends, en fait, je pense qu'il faut mieux l'arrêter avant, je trouve que ça fait un peu trop long, etc. Donc, on échange, même les voix des personnages. Hein. Tu disais, oui, je fais des commentaires sur, notamment quand il y a un nouveau personnage, parce qu'elle arrive avec son nouveau personnage. On se comprend assez bien et il y a assez peu d'aller-retour, tu vois. Et ce qui est assez marrant, c'est pour revenir sur les questions des personnages et des voix, là, de mon point de vue, c'est que moi, quand j'écris un personnage, donc j'ai une idée, je donne une intention, etc. Mais ensuite, quand je l'écoute, ça peut être un peu différent de ce que j'avais en tête. Mais une fois que j'ai entendu l'interprétation de Clémence, ça influence mon écriture. Parce que du coup, j'ai la voix de Clémence en tête avec ce personnage. Et donc, le personnage, peut-être que je l'imaginais bourru et de mauvaise humeur, mais qu'en fait, il est plus calme que ce que j'imaginais, parce que moi, je l'imaginais colérique, mais en fait, c'est quelqu'un d'assez calme. Enfin voilà, il y a des variations comme ça qui se passent et qui font qu'ensuite, vu que j'écris au fur et à mesure, le perso, il va pas tout à fait forcément se comporter comme j'avais prévu au début. Et Clémence, quand tu, te mets du coup à ton micro pour, créer ces personnages, enregistrer, est-ce que tu as une manière spécifique de procéder? Est-ce que tu lis une première fois à haute voix? Tu te fais des petites notes? Ouais, comment est-ce que tu donnes voix à ce texte que Sornac t'a partagé? Alors, c'est un travail hyper spontané parce que je découvre le texte et je le lis, enfin, je l'enregistre direct. Donc, je fais même pas de première lecture. En fait, je suis quand même dans la peau de Nemrod, qui a un côté assez naïf, bien qu'il prend un peu en maturité au fur et à mesure des épisodes, mais il a une candeur, il a un regard sur le monde qui est très enfantin, en fait. Et en fait, j'aime arriver sur le texte de manière complètement neutre, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui il va voir, je ne sais pas qui il va rencontrer, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Et donc, je vis un peu ce qui se passe dans la peau de Nemrod. Et j'adore. Donc, en fait, il y a plein de moments où j'ai été extrêmement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et donc, j'ai une réaction quand je vais faire parler Nemrod qui est, pour le coup, vraiment, vraiment dans l'effet de surprise. Donc, non, en fait, c'est un travail assez spontané parce que, comme disait Nemrod, comme disait Sornac tout à l'heure, il écrit au fil de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé, on avait 6 épisodes d'avance quand on a commencé le podcast. Et on s'est dit, ouais, on va toujours tenir 6 épisodes d'avance, ça laisse le temps de voir venir, etc. Bon, très vite, on avait, on avait 0 épisode d'avance. Et donc, souvent, c'était Sornac finit d'écrire le vendredi ou le samedi. J'enregistre le samedi soir. Je lui fais écouter. Soit il n'y a pas de retouche, soit il y a des retouches. Et puis Sornac met en ligne l'épisode le samedi soir à 23h30 pour que ça sorte le dimanche à 6h du matin. Course contre la montre. Exactement. Donc très souvent, en fait, ça a été, c'était une course contre la montre, ouais, exactement. Et tout l'aspect, musique et habillage sonore, est-ce que tu l'as en tête quand tu enregistres ou est-ce que c'est quelque chose qui vient après coup? Sur la musique, je source les musiques à l'avance, donc je les cherche. Et parfois, j'ai déjà écrit et je cherche quelque chose pour accompagner. Parfois, je cherche la musique avant même d'écrire la scène. Donc ça m'est arrivé, par exemple, l'entrée dans Labatt, dans la ville de Labatt, quand Nemrod arrive chez les bannis. Je cherchais la musique sur une plateforme qui s'appelle Artlist.
C'est franchement pas donné, mais il y a vraiment des sons et notamment des musiques de qualité. Il y a des compositeurs vraiment bons. Donc la musique de la batte, j'ai trouvé, j'ai dit: «OK, c'est ça que je veux» et du coup, j'ai écrit en fonction de la musique et ensuite Clémence a la musique en tête au moment où elle dit, et elle raconte, l'histoire. Donc en fait, ça donne un effet, on a l'impression qu'on est une grosse production. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on écoute d'autres podcasts, on voit les crédits à la fin, puis il y a 15 personnes, quoi. Et nous, on est 2. Et il y a plusieurs personnes qui demandent comment on compose ça, si c'est nous qui. En fait, non, c'est juste qu'on est très agile et parfois on se colle à la musique. Donc, on a l'impression quelqu'un a composé un son pour notre texte. Mais en fait, pas du tout. C'est nous qui nous sommes collés sur une musique. Donc, c'est assez marrant, ça aussi, au niveau créatif. Mais c'est passionnant de rentrer dans votre processus créatif. J'ai bien sûr 10 000 questions, mais nous avons prévu aussi d'aborder d'autres choses qui sont plus de l'ordre de l'écosystème que vous avez créé autour de ce projet. Notamment le fait que vous avez fait contribuer votre communauté, donc votre fanbase, tous les gens qui sont accros et picousés à votre podcast et plus largement les gens qui sont abonnés à votre newsletter et cetera. Est-ce que vous pouvez, me décrire un petit peu comment vous avez pensé cet écosystème et quel est le rôle de la communauté, de la newsletter, vous avez fait des lead magnets, que vous avez créés autour de ce podcast? Oui, alors le lead magnet, en fait, moi j'ai travaillé aussi en content marketing, en tant que freelance, donc j'ai quand même quelques réflexes et là, en l'occurrence, c'est, l'atlas, la carte du monde de Nemrod. C'est une carte, que j'ai faite au tout début, c'était, tout moche, sur une vieille feuille de papier et je l'ai donnée à Pekkan, qui est celui qui a créé, qui est l'illustrateur qui a créé tous les visuels de Nemrod et les couvertures des livres, dont on parlera peut-être en fin d'interview. Et donc moi, une fois que j'avais cette carte, ça a été très important dans le développement de l'histoire parce que je regarde par où Emerald doit passer. Et c'est ça, ce côté un peu fantasy, c'est qu'il y a des moments où entre deux couleurs, il a des longs voyages, il y a des obstacles, il se fait attaquer, il s'en sort, il fait des ruses. Donc il y a cette dimension-là. Là, je m'éloigne un peu de ta question d'origine, mais cette carte, il y a pas mal d'enfants qui veulent la télécharger. On a mis rapidement dans les épisodes, en fin d'épisode, si vous voulez télécharger l'Atlas de Nemrod, allez sur, je ne sais plus l'URL, mais voilà, on donne l'URL. Et ça a permis de ramasser depuis le début des abonnés. Donc aujourd'hui, il y a une base mail d'environ 700 personnes qui s'est constituée comme ça, tranquillement. Il y a plein d'autres actions de marketing que j'aurais pu faire que j'ai pas eu le temps de faire parce que la priorité, c'était juste de terminer l'épisode en temps et en heure, hein, bien souvent. Mais cette chose établie au début a vraiment été d'une grande utilité. Mon souci, et je pense que c'est un souci que doit avoir n'importe quel podcasteur. Le podcast, c'est génial parce que ça se diffuse très facilement partout avec le système de flux RSS. Hein, c'est facile à distribuer partout dans le monde. Mais on a des écosystèmes séparés, l'écosystème Apple, Spotify. Et en tant que créateur, finalement, on est éloigné de son audience parce qu'on ne sait pas qui sont ces gens. On a peut-être des démographiques généraux, mais on n'a pas d'adresse mail. En fait, on ne peut pas contacter les gens. Et donc, c'est très important, je pense, d'arriver à amener les gens dans son univers. Et quand je dis son univers, c'est son site web et sa base mail. Même Instagram, c'est cool d'avoir des gens qui te suivent sur Instagram, mais l'algorithme change demain, tu disparais. Il faut penser à ça. Il faut penser que ces plateformes, elles ont leur agenda, elles ont leur relation avec les auditeurs. Et tant qu'elles sont entre ton audience et toi, tu peux être content de tes chiffres et de voir que tu as un super reach et pas mal d'écoute, mais tout ça peut s'arrêter demain. Donc je pense que pour être souverain en tant que créateur, en tant que podcasteur, il est très important d'avoir ce souci-là de ramasser des mails. Ouais, je suis tout à fait, alignée avec ça et je tatane, les gens pour, qu'ils le fassent. Sachant que un peu un frein, ça va être: «Oui, mais je vais pas avoir le temps de leur envoyer des emails». De mémoire, vous envoyez pas tant d'emails que ça sur la newsletter. C'est peut-être quelque chose qui viendra plus avec le lancement du livre, j'imagine, ou les autres projets que vous avez en tête. Mais ça n'empêche pas, vous proposez un lead magnet qui est utile pour les gens. Ensuite, vous avez leur email, vous leur envoyez des petits messages par-ci par-là, mais il faut pas non plus se mettre la pression sur tout et garder un objectif en tête. Dans votre cas, c'était sortir un épisode par semaine et après le reste, vous continuez de construire avec ambition, mais il faut pas non plus, voilà, se mettre la rate au courbouillon parce qu'on fait pas tout parfait. Faut mettre en place les choses passives qui vont rapporter toutes seules. C'est comme poser des cannes à pêche, en fait. Tu poses tes cannes à pêche.
On pourrait te dire, ouais, tu pourrais avoir un meilleur hameçon, tu pourrais mettre plus de vermisseau pour avoir plus de poissonnettes, tout ce que tu veux. Bah, t'as mis ta canne à pêche. Et donc, quand t'es parti faire des courses pour acheter des tomates pour faire une salade de tomates, t'as des trucs qui arrivent. Donc, je pense que c'est quand même vraiment important. Et comme tu dis, t'es pas obligé d'envoyer des mails tout le temps. Nous, on envoie des mails assez rarement. Mais par exemple, quand on envoyait un mail pour dire on cherche des bêta-lecteurs pour relire le texte, mais on a eu 100 propositions pour lire un texte de 250 pages. Et j'avais demandé, s'il vous plaît, des profils plutôt qualifiés. Enfin voilà, c'est incroyable. Pareil pour la sortie du livre. Ben, quand le livre sort, il y a directement des abonnés qui peuvent cliquer sur le lien. Donc je dirais aux auditeurs, vous prenez pas la tête avec 1000 actions, mais faites dès aujourd'hui cette action simple qui vous permet de récupérer des mails. Donc vous créez un contenu gratuit, un PDF qui revient sur les 15 points à connaître pour je ne sais quoi. Enfin, peu importe, vous créez un contenu gratuit et téléchargeable et vous ramassez ces mails. Parfois, pendant 1 an, vous n'avez rien le temps d'envoyer. Peu importe, il y a des gens, 3, 4, 5, 6 personnes qui s'inscrivent chaque semaine et ça vous aidera. Il faut vraiment essayer de capitaliser le plus possible. Clémence, tu avais envie de réagir? Ouais, je voulais réagir sur le fait qu'on n'est effectivement pas du tout assez présent sur les réseaux sociaux, on poste une fois de temps en temps sur Instagram, mais en fait, on aimerait vraiment être beaucoup plus présent avec nos auditeurs. Tous les enfants qui nous envoient des messages, des mails, des cadeaux par la poste, enfin, ça nous porte vraiment, ça nous encourage, ça nous fait du bien et c'est génial. Et donc, on a cette frustration de ne pas pouvoir être assez là avec eux, de pouvoir communiquer assez avec eux. C'est vrai que là, on était à flux tendu, les épisodes, machin, le truc, sans compter le quotidien avec les enfants, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'on a plein d'enfants géniaux qui ont pris un peu le projet à bras-le-corps, et notamment toute une bande d'enfants qui se sont associés pour faire un Wiki Nemrod. Incroyable. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que c'est le Wiki Nemrod pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme? Eh bien, en fait, c'est un site où on peut retrouver tous les personnages de Nemrod, toutes les fleurs de chaque clan. Un peu comme une encyclopédie en ligne, mais centrée sur le projet. Exactement, voilà. C'est très bien dit. Mais oui, vous avez une communauté super engagée. Vous avez reçu une peluche aussi, si je me souviens bien. On a reçu une petite, là récemment cet été, un personnage en terre cuite, fait à la main, peint à la main, et puis voilà, des dessins, et je rebondis aussi sur le fait que l'année dernière, on a pu faire un événement Nemrod qui était le premier, et donc ça a été la première fois qu'on a pu rencontrer nos jeunes auditeurs, et c'était hyper émouvant parce qu'en fait, quand tu fais un podcast, bon, bah voilà, tu es dans ton studio, tu es à deux, et puis tu envoies, et puis tu sais pas, en fait, voilà, ça traverse les, les pays, et puis c'est dans la nature. Donc là, le fait de rencontrer en vrai les fans de Nemrod, pareil, c'était une joie immense. Et donc, on s'est dit, faut qu'on fasse plus de choses, plus d'événements, plus de rencontres, plus d'échanges. Voilà, donc on tend vers ça, même si on est encore, voilà, on n'y est pas encore totalement, mais on tend vraiment vers Oui, ça. c'est un projet qui est vraiment multifacette et qui est sur le long terme avec cette ambition de faire 10 couleurs, de le décliner en livre, etc. Je voudrais juste revenir sur la newsletter. Il y a une newsletter que vous avez envoyée qui m'a marquée, qui est une newsletter où vous présentiez vos excuses. Donc j'ai trouvé ça trop chouette à lire. C'était suite à la publication d'un épisode où Nemrod, donc le personnage principal, tombait nez à nez avec une scène digne d'un film d'horreur où il y avait des gens qui étaient empaillés vivants. Un peu, voilà, si je dois décrire. Et vous présentiez vos excuses. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu les coulisses de cette newsletter? Qu'est-ce qui l'a déclenché et qu'est-ce que vous avez décidé de faire suite à ça? Alors, c'est un épisode qui s'appelait Taxidermie. Donc déjà, ça annonce un peu la couleur. Mais bon, un enfant ne peut pas forcément douter. Il a peut-être pense que c'est un taxi, une petite voiture mignonne. Et effectivement, en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que je me souviens quand je l'ai sorti, quand j'ai terminé de l'écrire, bah, encore un truc de last minute, un samedi, alors que j'étais rentré à Paris pour un client, parce que nous, on vit en Hollande. Et en fait, quand tu te dis, bah voilà, c'est une scène qui doit faire peur,
ton objectif en tant que romancier, c'est que ça fasse peur. En fait, ton but quand tu écris, c'est de faire passer des émotions. Et puis j'écris le truc, je me dis quand même, c'est un peu trash. Et Clémence me dit, ouais, c'est un peu hard. Mais j'étais content parce que du coup, c'est vrai qu'on avait vraiment peur, quoi. Ça marchait. C'est 2 adultes qui avaient peur, quoi. Ouais, même nous, moi j'ai écouté, j'étais, oh, quand même. Bon, j'avais quand même des doutes et Clémence m'avait dit, c'est un peu limite là. Je devais y aller, enfin bref, du coup, je dis, bon, c'est bon, enfin, on va faire comme ça, c'est dans la boîte. Parce qu'en fait, le processus créatif dont on parlait au début de cette interview, il fait que tu dois accepter, et je pense que c'est très bien, de faire des choses imparfaites. Quand tu écris, tu peux entrer dans un espèce de délire de je veux que ce soit parfait, nanana, et t'écris jamais, c'est jamais assez bien. Bon, en fait, là, c'est juste, je dois écrire chaque semaine un épisode, donc il y en a qui sont mieux que d'autres, c'est OK. Et là, j'étais en mode, bon, vas-y, on va arrêter de tourner autour du pot, c'est bon, on balance. Et puis, j'ai reçu, je pense, 2 messages qui nous disaient, oui, quand même, ça fait vraiment peur et tout. Et j'ai réécouté l'épisode parce que même moi, je l'avais pas réécouté parce que je faisais presque un déni. En fait, me disais, non, mais réécoute pas, c'est trop flippant, ça va te donner envie de le réenregistrer. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, bon, ça reste un épisode qui fait peur. D'ailleurs, il s'appelle maintenant Chambre froide au lieu de taxidermie, mais ça reste un petit peu angoissant quand même. Ça reste un épisode qui fait peur, mais il fait quand même moins peur. Mais ça, c'est un très bon exemple de ce processus, d'intérêt du processus créatif qu'on a adopté avec Clémence. C'est-à-dire que on a des retours de nos fans. Donc, par exemple, on a des retours sur ça fait trop peur. On a des retours sur il faut vraiment qu'on voit tel personnage. Donc, tu fais face à ça et tu as les retours sur ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas, et du coup, tu adaptes ton récit en fonction. S'il faut prendre des analogies d'entrepreneuriat, etc., d'essayer de très rapidement avoir quelque chose à proposer à ton audience pour réunir son feedback et construire là-dessus. Et ça, je pense que c'est très, très bénéfique pour des créateurs. Et en l'occurrence, on parlait de l'intérêt d'avoir une base mail. L'intérêt d'avoir une base mail, c'est que ensuite on peut envoyer un mail en disant, bon, voilà, mea culpa, on a fait un truc qui faisait trop peur, ça faisait trop peur. Il n'y aura pas de choses qui feront aussi peur dans l'avenir. C'est aussi le contrat de lecture que tu as envie ou d'écoute que tu as envie d'avoir avec ton audience. Ils doivent savoir, ok, je laisse mon enfant devant, je veux pas non plus qu'il soit complètement terrorisé. Et c'est intéressant de voir, du coup, les coulisses de tout ça parce que c'est une posture consciente que vous avez. On veut des feedbacks, on veut que vous nous disiez et vous avez envoyé l'invitation de vous faire des retours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je développe ce point dans une chronique qui avait été publiée il y a quelques mois dans Tipop. Je vous y envoie si vous ne voyez pas de quoi je parle. C'est un framework qui s'appelle Piri, où pour engager les gens, faut leur dire j'attends vos réponses, c'est important pour nous. Et j'ai trouvé que cette newsletter, c'était un super signal de on fait les choses et quand vous nous dites qu'on a poussé le bouchon trop loin, Maurice, on se remet en cause et on fait en sorte que vous, les auditeurs, petits et grands, vous soyez toujours contents d'écouter Nemrod. Donc j'ai trouvé ça très, très malin et en tant qu'auditrice, j'étais contente d'être prise en compte. Ça a été trop intéressant de discuter avec vous et je vous propose qu'on atterrisse gentiment vers la fin de cette interview. Oh non! Vous vous dites tous. Moi aussi, j'aimerais bien parler encore des heures, mais bon, on est des vrais gens dans la vraie vie avec des emplois du temps et il faut qu'on termine. Bah oui, c'est comme ça. Alors, ce projet de livre que vous avez évoqué plusieurs fois, notamment avec l'appel à volontaires pour relire le manuscrit qui a été fait fin novembre, début décembre, si je me souviens bien. Comment ça vous est venu? Est-ce qu'il y a un éditeur qui vous a contacté? Est-ce que vous auto-éditez pour continuer de faire les choses en autodidacte? Comment ça marche ce projet de livre et quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passés pour qu'il voit le jour? Parce que oui, mesdames et messieurs, il est disponible depuis quelques jours et le lien sera en bio aussi. Sarnak? Alors, le livre, oui, très rapidement, je suis arrivé à l'idée de faire un livre. Je pense que je devais être à mi-parcours de la saison 1. À partir du moment où je me suis dit, voilà, je veux que Nemrod passe par tel type de couleur et je vais faire un livre par couleur. Donc ça a été dès le début pensé comme ça, mais un peu comme le reste, c'est une ambition que tu poses, mais tu sais pas trop comment ça va se passer.
Et il y a eu un processus d'adaptation du podcast audio en livre. Alors ça veut dire, par exemple, dans la réécriture, c'est très fidèle au podcast. Donc c'est vraiment le livre et c'est le podcast, hein, c'est la même chose. Mais par exemple, quand il y a un bruit de porte qu'on entend dans le podcast, ici, il faut signifier par l'écriture qu'il y a un bruit de porte. Quand il y a des dialogues avec deux personnages qui se renvoient la balle, mais qu'on reconnaît bien leur voix, dans le livre, il faut rajouter des incises de dialogue pour préciser qui parle, parce qu'on n'a pas la voix et l'interprétation. Donc c'est tout un tas de choses comme ça à adapter. Ça fait à la fin un livre très dialogué. C'est souvent un conseil qu'on donne aux auteurs, c'est de relire leur texte à haute voix et de voir comment ça sonne. Moi, dès le début, je sais que ça sonne, ça est écrit pour que ça sonne bien dans la bouche de Clémence. Donc, ça crée, je pense, une contrainte très positive pour l'écriture. Comme le reste, c'est quelque chose que j'apprends en marchant. Pour le système choisi pour les livres, c'est l'auto-édition. Donc, l'état d'esprit de ce projet reste le même, de faire le maximum de choses nous-mêmes, de faire le maximum de choses en toute indépendance, parce que je pense que ce récit n'aurait jamais pu voir le jour dans sa forme actuelle s'il était passé par des contraintes éditoriales traditionnelles. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que, et ça c'est vraiment très important à mes yeux, je veux garder la liberté créative totale, et je pense que la seule manière de garder sa liberté créative, c'est aussi de maîtriser la distribution. Ensuite, entre la créa et la distribution, il peut y avoir des acteurs qui entrent en jeu, tout un tas de personnes peuvent entrer en jeu, mais mine de rien, assez souvent, c'est le distributeur qui impose ses codes et ses désirs parce qu'il va simplement dire c'est moi qui connais l'audience et je sais ce que l'audience veut et elle veut ça. Et du coup, si on veut être original, il faut pouvoir aussi maîtriser la distribution. Donc ça, c'est une chose importante. Autre chose, le livre, pour un auteur édité, je sais pas, sur un bouquin, il va toucher 8, 7, 8, 9% du livre, en fait, en revenu. Et concrètement, tu es payé une fois par an quand on a relevé les compteurs. Bon, il peut y avoir des petites avances, etc. Mais globalement, c'est très précaire et tu es mal payé. Et en auto-édition, tu peux toucher 30, 40, 50, 60% du prix du livre en revenu. Donc c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est un univers qui, moi, m'intéresse énormément. En gros, c'est le développement d'Amazon KDP qui permet ça. C'est la plateforme de publication d'Amazon. Et donc au début, Nemrod est disponible. La première plateforme de lancement, c'est Amazon. Ensuite, l'idée, évidemment, c'est d'élargir et que ce soit distribué aussi en kiosque et dans les librairies. Et aussi parce que c'est mon choix de faire de ce projet à la fois un projet créatif et un projet entrepreneurial. Parce que je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent que, bien entendu, le faire soi-même, c'est aussi gérer la production de visuels, c'est faire le marketing, c'est se débrouiller pour que ces contrats ressemblent un petit peu à quelque chose et gérer la partie légale. C'est tout gérer, en fait, de A à Z. Et c'est du boulot, parce que les maisons d'édition délivrent un travail. Donc ça veut dire qu'il faut le faire soi-même. Et quand on dit le faire soi-même, c'est en prendre la responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu fais tout toi-même, parce que tu peux embaucher des gens. Et là, je reviens sur une question qui est plus de ces écosystèmes freelance où on a des compétences qui peuvent être agrégées à un moment donné autour d'un projet avec des vrais professionnels qui interviennent, mais personne ne fait partie de la même boîte. Et c'est vrai que notre petit côté PME familial, on aime bien, on est content. Ça nous donne une liberté formidable. Et je dirais que c'est un arbitrage sur, peut-être que ça prend plus de temps si tu fais tout toi-même et tu fais tout seul, c'est certain. Mais à la fin, tu as ton autonomie. Je pense que c'est d'autant plus important dans le monde dans lequel on est en train d'entrer avec l'IA, où en fait les bonnes pratiques, les bons élèves, les gens qui appliquent les règles, le voyage du héros, tous les tropes un peu classiques, etc., la machine les connaît. Je pense que ce qui restera et ce qui pourra exister et surnager au milieu de tous ces récits un peu convenus, c'est des créations plus originales. Et ces créations originales pourraient exister, c'est mieux si elles sont indépendantes. Trop bien. Merci pour ce message. Je pense que il va rester en tête, de beaucoup de personnes qui nous écoutent. En tout cas, moi, je vous encourage, que vous ayez des enfants ou non, que vous ayez gardé votre âme d'enfant ou non, à avoir la curiosité d'aller écouter, quelques épisodes de Nemrod, et puis si vous préférez la partie, écrite, d'aller regarder, via le lien en bio, à quoi ça ressemble ce fameux livre, auto-édité et adapté, d'un podcast. Et dernière question, quelle est la place de ce podcast dans votre vie aujourd'hui?
Bah, ça tient une grande place, hein. C'est à la fois, un projet qu'on a tous les 2, un projet dans lequel, sur lequel nos enfants nous voient, travailler depuis 4 ans. Donc, quand ils ont su que le livre, sortait, ils étaient hyper excités. Ils voient leurs parents avec leur rythme, maman monte enregistrer l'épisode, papa est en train de stresser dans son coin parce qu'on est jeudi et qu'il vient à peine de commencer l'épisode. Donc ils voient tout ça et je suis content qu'ils voient ça, qu'ils le voient, qu'ils voient aussi l'effort, quoi, qu'ils voient, bah oui, bah voilà, là franchement, j'aurais bien été, à la plage avec vous, mais il faut que je termine l'épisode. Toutes ces choses-là, en fait, c'est cette aventure, elle prend beaucoup de place, dans notre, voilà, dans notre vie et puis, bah, c'est quand même, là, avec l'arrivée des livres, une nouvelle étape et le but, c'est de faire monter, Nemrod haut et d'avoir, voilà, différentes sources de revenus qui sont associées à cet univers et de donner à cette propriété intellectuelle, la valeur qu'elle mérite. Donc, c'est aussi, un projet, en ce sens, patrimonial. Donc, oui, ça a ça a une très grosse place. J'ai fait des choix professionnels pour pouvoir, m'y consacrer et aujourd'hui, c'est un petit peu le moment du grand saut. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans quelques années Trop bien. Clémence, tu as envie de répondre à cette question aussi? Ouais, en fait, sur, le fait d'avoir arrêté, la production d'épisodes pour se consacrer à la sortie du premier tome, donc la relecture, la réécriture de certains passages et cetera, a du coup aussi laissé plus d'espace, au quotidien parce que tu as pas l'enregistrement de la fin de semaine à faire, tu pas donc on est plus, un peu plus relax. Voilà, mais après oui, ce que tu disais, Sornac, c'est vrai que c'est hyper cool, de voir, nos enfants, participer au projet et tu vois, on a envie d'organiser un événement, on n'a pas encore de date en tête, mais voilà, prochainement et bon, bah, les enfants, ils sont à fond, quoi. Ils veulent être là, ils gardent un super souvenir du premier événement qu'on a fait l'année dernière, et puis ça les fait marrer de rencontrer d'autres enfants qui écoutent ce que font leurs parents. Enfin, en fait, c'est hyper entraînant, ouais, d'avoir créé ça ensemble et de voir nos enfants investis parce que c'est pas, enfin voilà, on n'est pas dans on les force pas à écouter Nemrod et et au final, on les laisse assez enfin voilà, ils nous posent des questions, on répond et cetera mais en fait, ils font partie de l'aventure, enfin d'eux-mêmes quoi, c'est génial de voir ça, quoi. Merci à tous les 2 d'être venus, au micro d'Antipop pour partager tout ça. Personnellement, j'avais encore 1000 questions, mais comme tu le disais, Sornac, on pourra se planifier un petit échange dans quelques mois, quelques années pour faire le bilan du développement de cet univers, de Nemrod. J'espère que vous qui nous écoutez, ça vous a plu, ça vous avait inspiré. C'est un épisode qui est très riche, très intense. J'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous a inspiré cette conversation et si vous avez aimé ce que Sornac et Clémence ont partagé, allez leur dire sur Instagram Nemrod Podcast. Je pense que vous avez bien compris que le feedback, ils aiment ça. Allez, au revoir. Merci encore une fois de vos excellents conseils. Alors, il était comment cet épisode ? Est-ce que ça vous a donné un petit déclic du genre « Mais oui, bien sûr, je peux le faire » ou peut-être même « Écoutez, c'est une tuerie ». Vous m'envoyez ravi. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à ma newsletter. Promis, vous ne serez pas déçus. Antipop est un podcast d'ICO, produit par Anne-Claire Leca. La réalisation sonore est signée Alice Krief des Belles Fréquences. Envie de prolonger la conversation ? Retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Ah oui, mais aussi, mettez-la plein d'étoiles, les petits avis qui font plaisir. Vous le savez, ça vous prend 2 secondes et moi, c'est comme le fromage sur les macaronis, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. À très vite.